Traditionnellement, on adopte la date de 476 pour dire que c'est la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge, car 476 est censé être la chute de l'Empire romain d'Occident. En réalité, tout ça ne veut pas dire grand-chose, le mot Moyen-Âge ne veut rien dire du tout. 476, c'est la date de la réunification de l'Empire romain. Odoacre était un barbare qui, comme beaucoup d'autres, était venu avec quelques compagnons se mettre au service de l'armée romaine. Et il était devenu général. Et même à la faveur des désordres provoqués par les grandes invasions, il avait fini par être proclamé roi par l'armée d'Italie et donc hissé sur le pavois. Or, il se trouve qu'en 475, le dernier empereur d'Occident, le dernier empereur légitime, qui s'appelait Julius Népos, avait été renversé par un certain Oreste, qui était généralissime de l'armée d'Italie. Et Oreste avait tout simplement mis à la place son propre fils, qui s'appelait Romulus Augustule. Romulus et Augustule, ça fait très romain, il n'en est pas moins un usurpateur pur et simple. Si bien que l'autre empereur, Zénon, qui siège à Constantinople, chargea Odoacre de rétablir la situation, de détrôner Romulus Augustule et de restaurer la légitimité. Ce qui fut fait en 476, Oreste fut d'ailleurs tué par ses propres troupes. Ensuite, Odoacre prit Ravenne, qui était la capitale de l'Empire d'Occident, où siégeait donc l'usurpateur. Il prit Romulus Augustule par l'oreille, le déposa du trône et l'envoya finir ses jours tranquillement avec sa maman dans une jolie villa proche de Naples, qui avait d'ailleurs appartenu au célèbre gastronome Lucullus. Une fin de vie bien tranquille pour celui qui n'avait pas été le dernier empereur d'Occident, comme on le dit toujours, mais un usurpateur, le dernier empereur d'Occident, sera Julius Népos. Et une fois cette mission accomplie, Odoacre mandata une délégation du Sénat, car le Sénat existe toujours, et ces sénateurs se rendirent à Constantinople auprès de l'empereur d'Orient, Zénon, et lui remirent les insignes d'empereur d'Occident en disant « Désormais, nous n'aurons plus besoin que d'un seul empereur ». L'Empire était donc réunifié. En réalité, il avait toujours été unifié, il y avait deux empereurs, mais toujours il n'y a qu'un seul empire romain. Et désormais, une seule capitale, Constantinople. Et Zénon, plein de reconnaissance, reconnut Odoacre comme patrice d'Occident. Mais ce n'est qu'à la mort de l'empereur véritable, de l'empereur légitime Julius Népos, qu'il reconnut Odoacre comme son représentant officiel en Italie. Et Odoacre ne bouleversa pas tout, il conserva l'administration romaine telle qu'elle existait, il rendit même au Sénat un rôle plus important qu'il n'avait auparavant, et même il fit restaurer les palais du mont Palatin à Rome, qui avaient été délaissés par les empereurs. Il faut dire que Rome n'est plus la capitale, puisque c'est Ravenne. Il se conduit donc en bon petit romain. Mais, à la longue, il en prit un peu à son aise, si bien que Zénon s'en irrita, d'autant plus qu'Odoacre avait des vues sur la Dalmatie qui empiétait sur le territoire de l'empereur Zénon. Aussi, quelques années plus tard, Zénon chargea-t-il Théodoric, roi des Ostrogoths. Attention, il ne faut pas le confondre avec Théodoric, celui qui est mort à la bataille des Champs de Catalogne, qui était un roi des Visigoths. Il s'agit tout à fait d'autre chose, c'est le roi des Ostrogoths, qui sont envoyés en Italie à la demande de Zénon en 488. Et Théodoric, avec l'aide du roi des Visigoths, cette fois-ci, Alaric II combattit Odoacre et celui-ci finit par être assassiné au cours d'un banquet qui devait sceller la réconciliation. Il faut toujours se méfier quand on vous invite à dîner. Et toute sa famille fut exterminée selon les douces mœurs de l'époque. Mais toutes ces guerres, ce sont des guerres internes à l'Empire, qui sont menées d'ailleurs à la demande de l'empereur lui-même, et non pas encore de nouvelles invasions. Exactement comme le sac de Rome par les Vandales en 455 avait été un épisode d'une guerre civile à l'intérieur de l'Empire et non pas une véritable invasion. Et l'Empire était si bien réunifié qu'au siècle suivant, Justinien, qui a régné de 527 à 565 et qui passe pour le dernier grand empereur, dit de Constantinople, mais il n'y a qu'un seul empire, il n'a donc rien de spécialement byzantin, c'est un empereur romain tout bonnement. Donc Justinien chercha à donner de la réalité à cette réunification et à exercer son autorité directe sur tout l'Empire. Et notamment en Italie, où avait été établi à la demande de l'empereur le royaume des Ostrogoths, en Espagne, où c'était celui des Visigoths, et enfin en Afrique, où c'était celui des Vandales. Et c'est le général Bélisaire qui aida Justinien à accomplir cette tâche. Il reconquit l'Italie, l'Afrique et le sud de l'Espagne. Et ces guerres sont racontées par un historien qui s'appelle Procope. Et cet historien prend soin de faire la distinction entre les barbares qui sont fidèles à la foi du pape et ceux qui sont hérétiques, c'est-à-dire ariens.
Alors qu'est-ce que l'arianisme? En 380, Théodose Ier avait ordonné que tous les peuples de l'Empire devaient se rallier à la foi définie par le concile de Nicée, réuni en 325 par Constantin, c'est-à-dire la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors le Père, c'est le Père, ça ne pose pas de grands problèmes. L'Esprit, c'est un esprit. Mais le Christ, le Fils, il est à la fois Dieu, 100% Dieu, et à la fois homme, 100% homme. C'est un mystère qui est assez difficile à comprendre avec notre logique. Donc la tentation est grande de dire, en fait, il est plutôt Dieu, mais il s'est déguisé en homme, ou c'est plutôt un homme que Dieu a divinisé, pour l'adopter comme son fils. Et l'arianisme, qui tient son nom de l'évêque Arius, au IVe siècle, prétend notamment qu'en fait, le Christ a été engendré à un certain moment par Dieu le Père, et non pas de toute éternité, comme le dit l'Église catholique. Donc il y a eu un moment où Dieu n'était pas trinitaire avant la naissance de son Fils. C'est contraire à la foi que professe le pape, c'est contraire au concile de Nicée. C'est un distinguo qui peut paraître subtil, mais qui est quand même essentiel et surtout qui va entraîner des conflits entre le pape et l'empereur, dont vont profiter des gens que vous connaissez et que vous attendez avec impatience, les Francs.